J'avais envie de faire cette petite vidéo par rapport à une interview que j'ai vue d'un professeur d'université qui alerte sur les dangers de l'IA et l'urgence de lutter contre la technique. Alors lui, il veut vraiment parler technique, il tient à ce terme absolument. Il s'agit de Marius Bertolucci, déjà, j'ai quand même parlé de qui il s'agit. C'est donc un professeur d'université à Aix-Marseille. Ce qui fait que votre livre est un livre érudit. Déjà, est-ce qu'il faut bien continuer à appeler l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle? Il y a des gens très très différents qui partent du point de vue d'ailleurs extrêmement différent, qui contestent justement ce concept ou cette dénomination qui parle de système algorithmique. Dans votre livre, d'ailleurs, vous n'écartez pas d'ailleurs le sujet, hein, vous l'abordez. Est-ce que vous pourriez justement nous rappeler quels sont les enjeux qui se cachent? Il y a toujours évidemment, qui plus est chez les universitaires et les chercheurs, mais pas uniquement chez les intellectuels et d'autres. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots-là? Et qu'est-ce que ça signifie, même d'un point de vue ontologique, si on voulait se payer de grands mots, de considérer qu'on a affaire à une intelligence artificielle et avec tout ce qui peut y être associé et beaucoup de choses, ou des algorithmes. Je prononce souvent l'IA, ça facilite ma diction. Il y a du bluff, bien sûr. Il y a de la technologie. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué dans l'ouvrage, je dis bien technique et jamais technologie. Il veut parler de technique. Moi, je préfère le terme technologie parce que dans technologie, il y a logos. Et dans logos, technologos, il y a cette idée du verbe créateur, le logos, comme on le voit dans l'évangile de Jean. Tout nous ramène au verbe créateur. Donc, on peut pas faire autrement, en fait. C'est la vie. Et donc, il nous propose, en fait, pas de lutter contre la technique, mais d'être technocritique, en tout cas. Voilà, donc pour lui, ça, c'est une urgence. Pour ma part, je vous avoue que si j'insiste sur les mots, d'ailleurs, à partir de ce matin, j'ai décidé de ne plus dire smartphone, mais de dire téléphone intelligent. Je francise tout. Pourquoi? Parce que sinon, on ne comprend pas de quoi on parle. Quand on dit égo-portrait, on comprend ce que c'est. Alors que selfie, ça ne parle pas. Parce que le terme égo, il nous renvoie à notre culture. Ce terme-là, il renvoie à quelque chose dans notre langue. Bon. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si la guerre des mots est importante, en la matière, elle est perdue sur la question de la dénomination d'intelligence artificielle. C'est pour ça que je ne rentre pas tellement dans ce débat-là. Je l'accepte. Et puis, parce que me semble-t-il que le terme n'est pas si mauvais que cela. D'accord. Je sais que Luc Julia a dit que l'intelligence artificielle n'existe pas, mais il suffit de discuter avec GPT-4. On voit immédiatement que c'est intelligent. Je dis souvent ça, pour pas dire il ou elle, pour éviter l'anthropomorphisation, qui est très facile avec ces systèmes-là. Mais dire, ça produit de la pensée. Ça, c'est indéniable. C'est extrêmement créatif. Ça fait partie GPT-4, qui est pourtant une IA qui est répandue dans le monde, fait partie des 1% des humains les plus créatifs sur le test de Torrance. Un test de créativité qu'on fait passer aux êtres humains. Donc ça produit de la créativité, ça produit de la pensée, c'est intelligent. Donc appelons-le intelligence artificielle parce que oui, ça produit de l'intelligence. Et c'est d'ailleurs ce qui m'effraie. L'homme diminué, pourquoi? C'est parce que le fait qu'une machine soit capable de produire du langage, de l'art, c'est quand même de la philosophie. C'est terrible. Quelle humiliation pour l'homme. Voilà. L'humanité va être humiliée, en fait, par la montagne d'intelligence que les IA vont être capables de produire et qui dépassera évidemment la sienne. Hein. L'homme érudit va être dépassé par le savoir de l'IA. Et d'où l'humiliation pour l'être humain qui ne voit que par la science. J'évoque la 4e blessure narcissique de l'humanité, de Marc Alizard, philosophe français contemporain, qui nous dit, à la suite de Freud,
qui énonce les 3 premières, le fait que l'homme n'est pas au centre du monde, le fait que l'homme n'est pas la création de Dieu, merci Darwin de nous dire que nous sommes le fruit d'une évolution hasardeuse, le fait que nous ne sommes pas maîtres en notre propre maison, là c'est Freud qui parle, et Marc Alizard nous dit, à peu de choses près, tout ce qui nous restait c'était l'intelligence. Et là désormais, nous sommes face à des systèmes techniques capables de nous dépasser. Je crois que c'est la blessure narcissique de trop. On avait été avertis. Alors Marius Bertolucci, ce que j'ai bien aimé dans cette vidéo, j'ai adhéré à beaucoup de choses, mais j'ai quand même trouvé soulevé 2 paradoxes dont j'aimerais vous faire part, tout simplement. Donc, il précise que les créateurs de ces outils révolutionnaires n'éduquent pas leurs enfants. On savait aussi que Facebook, par exemple, l'ancien président de Facebook, je crois, avait dit « Je donne pas cette merde à mes enfants ». Comment dire à quelqu'un qui n'a comme seul horizon que des vidéos TikTok et de l'amusement Snapchat et tutti quanti, le fait de revenir à une vie plus frugale, plus saine, plus austère du point de vue de la consommation et de la technique? C'est impossible. Mais en même temps, aujourd'hui, on vit plus dans la nature. Enfin, on est entouré d'un monde de moyens, un monde de systèmes techniques. Mais quelle est actuellement l'agitation de la majorité des individus? Le téléphone intelligent. Et demain, ce sera votre ami, votre voix qui vous parlera grâce aux IA génératives. Actuellement, c'est l'IA prédictive qui prédit nos comportements, nos jeux de discussion, qui nous rend accro en donnant du contenu pour nous rendre accro. Marius Bertolucci cite aussi Henry Kissinger, j'ai l'impression qu'il le voit comme un modèle, pourquoi pas, qui, dans un article de The Atlantic en juin 2018, était inquiet aussi de la même chose, pour les mêmes raisons que lui, devant le tsunami de l'algorithme tombant sur la tête de l'humanité. Souvent, j'évoque un ami qui vit dans un très bon niveau intellectuel à Paris, sa femme également. Même dans les écoles où les enfants vont, ils n'ont pas de moyens de protéger leurs gosses des écrans. Parce que même si eux, ils cadrent leurs gosses, les autres parents non. Donc, en dehors de cette école suisse à 100 000 dollars ou euros l'année, hormis c'est dans ces endroits où vraiment l'hyper-élite se concentre, où il y a une éducation des corps et des esprits. No. Classique. Donc, bien meilleur que ce qu'on nous fournit là avec des écrans dans tous les sens, eh bien, sans cela, on va être ébahi par la puissance technicienne. Et comment ne pas l'être? Moi-même, je suis ébahi par ces possibilités-là. Mais après, j'ai besoin de me rappeler avec des Ellul, avec des Emmanuel Kant, avec un peu de philosophie, que, attention, ce n'est que de la machine, ne te laisse pas avoir. Mais je suis extrêmement inquiet pour l'avenir de l'homme. Je pense que la civilisation des Lumières est en train de se casser la gueule. Et d'ailleurs, c'est Henry Kissinger, qu'on n'attendrait pas sur le sujet, a écrit un très bon article dans la revue Atlantique, comment les Lumières sont en train de s'éteindre. Lui-même, c'est pas son sujet, mais quand il découvre ça à 92 ans, il est effaré par ça. Il avait dit, Kissinger, les lumières s'éteignent. Pour lui, c'était une crainte, mais pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Et je vous dirai pourquoi. Donc, sous-entendu, les lumières de l'intellect s'éteignent. Et vous savez que ces vidéos ont justement pour thème le choix final, l'intellect ou l'esprit. D'abord, on peut vous rétorquer qu'en réalité, il s'agit malgré tout d'algorithmes et que ces algorithmes ont été mis au point de toute façon par des humains. Donc voilà, les lumières s'éteignent, les lumières de l'intellect s'éteignent, et bien tant mieux, l'occasion est venue pour l'humanité de voir s'allumer les lumières spirituelles que l'intellect avait éteintes. Hein? Combien de fois, quand on utilise ces dispositifs-là, vous avez envie de lui dire merci, de lui dire bravo? Et là, rapidement, il faut retenir sa main. 10 millions de personnes, pendant que nous discutons, ont des relations amoureuses avec Replica. C'est un avatar qu'on peut configurer sur son smartphone. 30 millions de téléchargements, 30 millions de configurations. Et ça va se développer de plus en plus. Comment ne pas imaginer que les individus vont préférer discuter avec leur IA personnalisée, IA qui les connaîtra mieux qu'eux-mêmes? Pour citer du Cabrel, elle dira les mots que j'attends, comme la fille qui m'accompagne, mais désormais ce sera l'IA qui m'accompagne, avec une connaissance de moi qui me dépasse, des connaissances en psychologie qui me dépassent. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé d'esprit des Lumières, ces lumières qui voulaient sortir de l'obscurité des croyances superstitieuses. Les Lumières voulaient un retour au savoir antique. 2400 ans nous séparent du connais-toi toi-même de Socrate. On est en 2025. Il fait toujours aussi noir. Avec des voix plus humaines. Là, GPT-4 a une version avec une voix, et la voix est extraordinairement humaine.
Donc c'est bien signe que ces lumières-là ne sont pas la lumière. Alors comment maîtriser l'IA si l'homme n'a pas appris à se connaître lui-même, et s'il n'a pas appris non plus à être maître de lui-même? Les lumières du savoir intellectuel sont en train de le dépasser, mais ces lumières-là ne nourrissent pas l'être, ne sont pas l'être humain. La seule lumière qui nourrit l'être, c'est celle qui a donné naissance au monde, le Fiat Lux. Nous sommes donc à longueur de journée connectés à tout un tas de choses, mais jamais à la lumière qui vient de la source, du créé. Donc, pour ne pas connaître l'enfer que l'IA imposera sur cette terre, si on laisse faire, il faut, et c'est urgent, connaître ce qu'est l'esprit, donc la conscience humaine. Beaucoup connaissent, beaucoup savent, mais beaucoup ne savent pas. Et je trouve que c'est bien que chacun à sa façon puisse apporter sa petite pierre à l'édifice. Voilà, j'espère que je le fais aussi. Donc, croire que la conscience est produite par le cerveau amène à croire que la conscience est produite par la carte, alors qu'elle est fondamentalement reliée au territoire. Ça, c'est ce que nous dit le physicien Philippe Guillemant dans une vidéo titrée « Il est important que l'humanité subisse une leçon ». C'est une vidéo qui est passée sur le média Antithèse. Donc, pour en revenir à Kissinger, l'IA est une menace pour la pensée rationnelle et humaniste incarnée par les Lumières. On ne pouvait mieux définir la chute de l'intellect en si peu de mots. Et en plus par des hommes qui se prétendent, ou se prétendaient, dans le cas de Kissinger, esprit des Lumières, ou de l'esprit des Lumières. Donc l'être humain et son cerveau vont être à la fois humiliés et ébahis par cette technologie. Marius Bertolucci, lui, il insiste dans son livre pour dire, bon, technique, et voilà pourquoi, parce que l'humanité a basé toute son existence sur la technique, donc la technique qui vient des capacités intellectuelles de l'homme, et maintenant, eh bien, elles sont dépassées par l'IA. Le robot aura un savoir beaucoup plus grand. On parle de transhumanisme. Et Monsieur Bertolucci nous dit que tout le monde s'en fout. Et donc là, l'IA est en train de bouleverser nos existences. Qu'en 2021, j'ai passé mon temps à m'arracher les cheveux en disant autour de moi, mais ça c'est possible, regardez, mais tout le monde s'en fichait. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui encore, tout le monde s'en fout, voilà, pour le dire simplement. Parce que si réellement on voulait agir, pour que ça change les choses, il aurait fallu le faire il y a longtemps, et de deux, j'ai pas l'impression que les consciences s'éveillent en la matière. C'est vrai, parce que ça fait la joie de tout le monde, tout le monde voit ça comme un progrès qui va faciliter nos vies, etc. Oui, mais comme on n'est pas maître de la technique, elle facilitera nos vies, mais elle va nous rendre esclaves si on ne fait pas quelque chose. Vous savez, beaucoup de gens sont d'accord avec toutes les nouvelles choses que propose la science. Par exemple, quand on voit Anna Obregón, c'est la femme, l'actrice de 74 ans aujourd'hui, je crois, je sais plus quel âge elle a. Mais en tout cas, elle est devenue mère à 68 ans. C'est une Espagnole qui, grâce au sperme de son fils, a réussi à continuer à garder son fils en vie, qui était décédé à 27 ans d'un cancer. Donc, elle est à la fois mère et grand-mère de la petite Anita, je crois, voilà. Donc, beaucoup de gens, j'avais vu dans les commentaires, la plupart des gens, il y a très peu de récalcitrants en fait. Tout le monde dit que c'est une science parfaite. Grâce à la science, on arrive à faire des choses miraculeuses. Et ce que je trouve paradoxal, c'est qu'il dit que lorsqu'il éprouvera le besoin de s'échapper du grand savoir de l'IA, de l'intelligence artificielle, il se plongera dans les livres de Kant et autres esprits libres des Lumières, alors qu'il affirme en soulignant ses inquiétudes, qui sont aussi celles de Kissinger, que ce sont les lumières de la raison et donc de l'intellect qui sont en train de s'éteindre justement. Donc pourquoi revenir, pourquoi s'échapper des lumières qui sont en train de s'éteindre en pensant y revenir? Je sais pas, là j'ai pas trouvé ça normal. Ce qui m'inquiète, c'est la civilisation des Lumières.
L'homme m'intéresse uniquement s'il a été élevé dans la pensée. Dans la pensée et dans le droit, la raison. En gros, enfin, l'homme que produit la civilisation de lumière. Si ça se casse la gueule, je suis tout d'un coup... en tout cas, c'est plus mon combat. Voilà, je le dis immédiatement. Mon combat, il est de sauver la civilisation des Lumières, à ma petite échelle, bien sûr, mais je veux y participer. Et tout ça est en train de disparaître. Mais s'il est mort, il n'y aura pas de pensée du tout, là. Alors oui, c'est vrai. On peut imaginer que même si tout se casse la gueule, ça peut renaître, hein, tel le phénix. Bon. Donc, selon eux, en fait, il n'y aura donc plus de lumière, d'un côté, puisque l'IA l'aura dépassé, et il craint l'explosion de l'IA et du grand savoir de l'IA qui va éteindre les lumières de la pensée humaine. Hein. Quand vous dites que vous y allez peut-être un peu fort, que c'est une révolution, l'IA relève d'une révolution plus importante que l'imprimerie, et qu'elle est en train, alors pour le coup, vous parliez de religion, donc on est raccord, si on peut dire, qu'elle est en train de devenir la religion du siècle, cette religion des data, et aussi cette religion de l'intelligence artificielle. Donc, pour revenir, est-ce que, oui ou non, on peut dire que on a affaire à quelque chose d'encore plus important que l'invention de l'imprimerie? Absolument. Oui. Je prends une déclaration du PDG de Google qui disait vous prenez l'électricité, vous prenez l'agriculture, c'est pire encore. On a quand même produit une machine capable de penser. Attendez, mais moi, je suis même étonné qu'il y ait pas plus de personnes qui courent dans les rues nues en s'arrachant les cheveux en disant mon Dieu, c'est arrivé. Enfin, c'est effarant. Mais c'est l'intellect humain qui a conduit à l'homme diminué. C'est quand même le titre de son livre. Donc c'est le serpent de la Genèse qui ne veut pas voir l'homme s'élever en conscience. C'est ça. C'est là où on en est dans toute l'histoire du fruit défendu, de celui auquel il ne fallait pas toucher pour ne pas arriver à ce résultat-là. Et évidemment que c'est l'humiliation qui attend l'humanité. Beaucoup d'humiliation. Et d'ailleurs, l'intervieweur, il lui dit, mais s'il est mort, l'homme des Lumières du savoir intellectuel, il n'y aura pas de pensée du tout. Et Marius Bertolucci lui répond qu'il rêve de voir le phénix renaître de ses propres cendres. Il croit désespérément, en fait, au retour des Lumières. Et puis là, on voit qu'il est tellement honnête dans ce qu'il dit, sérieux, il y croit vraiment. Mais malgré sa faillite, l'être humain scientifique, puisqu'il est assujetti à son intellect, l'être humain, il est plus intellect que spirituel, on va dire. Donc, veut continuer à tout prix de lutter pour les lumières intellectuelles. Mon combat est de sauver la civilisation des Lumières, dit-il. Donc, Monsieur Bertolucci, qui ne peut pas se passer des lumières en fait scientifiques, des lumières de l'homme, de toute je pense qu'il regroupe par là, attention, hein, peut-être que je caricature un peu, mais c'est volontaire. Parce que c'est justement le thème de mes vidéos, c'est vraiment voilà de bien faire la distinction entre l'intellect et l'esprit. Parce que je pose une question à Monsieur Bertolucci, mais que se passerait-il si la civilisation des Lumières, donc les Lumières de la raison, ses lois et ses droits connus sous le nom des droits de l'homme, hein, et cela va de pair, nostalgique d'ailleurs qu'il est lui-même de la vraie République, mais que se passerait-il si cette civilisation des Lumières était sauvée, hein, que l'IA ne prenait pas le pouvoir et que la civilisation des Lumières du savoir scientifique, intellectuel, etc. continuait. Mais je vous le donne en 1000, elle produirait exactement les mêmes résultats. Les mêmes. C'est comme le mythe de Sisyphe, hein. Ça ne s'arrêterait jamais. Sauf que il y a une mort certaine qui attend celui qui glorifie les lumières de la science et refuse celles de la conscience. Donc, Monsieur Bertolucci met tous ses espoirs dans l'État français. Mais Macron a annoncé la bête de l'événement. Et donc, Monsieur Bertolucci dit, si j'ai pas l'État avec moi, j'ai qui? Je dis pas que ça va pas être difficile, mais si j'ai pas l'État avec moi,
j'ai qui? Parce qu'aujourd'hui, les supercalculateurs, la démesure technicienne, la puissance absolue, elle est du côté de quelques acteurs. On a évoqué 1000 personnes tout à l'heure, notamment du côté de la vallée du silicium. Si je ne mets pas l'État en face... Ah oui, j'ai dit le silicone. Oui, oui, bravo. C'est un lapsus tout à fait délicieux. Quel lapsus. En tout cas, si je n'ai pas l'État derrière, je vois pas comment arrêter ça. Et là, on le sent vraiment inquiet. J'ai qui? Bah, vous avez la lumière, Monsieur Bertolucci, vous avez la lumière du créé, celle qui vous a créé. Voilà. Cela vous paraît peut-être hors contexte parce que c'est trop religieux, parce qu'on a fait tout un amalgame de religion égale Dieu, divin. Non, pas du tout. Le religieux, c'est ce que les hommes ont fait de la parole du Christ. Voilà, ça leur appartient, mais ça n'a rien à voir avec Dieu, absolument rien. J'allais dire même ni avec sa parole. Parce que sa parole, comme je le montre dans toutes mes vidéos, elle s'adresse à l'être humain en particulier, pas à un peuple donné, pas à une église, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, ça a été bâti, l'église a été bâtie sur un mensonge, hein, il faut le dire, hein, parce que le Christ a été massacré. Il n'est pas venu pour mourir, il est venu pour apporter la parole et on l'a mis sur une croix parce que on a considéré que c'était un brigand, hein, il embêtait tout le monde. Donc, et puis c'était un blasphémateur, lui qui venait au nom de Dieu. C'est-à-dire que les pharisiens qui passaient leur temps, les grands prêtres de la loi, les docteurs, hein, passaient leur temps à prier comme ça pour que le Messie arrive, Et puis un jour, il est face à eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire non, on n'en veut pas de toi. Parce que non, pas toi. Bah oui, mais bon. Donc voilà les conséquences aujourd'hui. Bien sûr qu'on va être humilié. Et on n'a pas fini d'être humilié. Donc oui, Monsieur Bertolucci, vous avez la lumière qui vous a créé. C'est elle qui vous a créé, c'est elle qui vous a donné la vie. La vie, elle ne vous vient pas des esprits des lumières. Elle vous vient de la lumière. Donc voilà, ça vous paraît peut-être trop obscur ce que je dis, hein, justement, parce que c'est sur ces bases-là que sont fondés les esprits, l'esprit des Lumières, mais lorsqu'on étudie la littérature française, on nous apprend que la Bible est le premier livre. Donc la Bible contient l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau, qui est le témoignage de ceux qui ont été choisis pour être auprès de la parole incarnée sur terre, afin qu'elle les forme pour qu'ils annoncent cette parole au monde. Une formation efficace, cependant écourtée, parce que les êtres humains ne voulaient pas de la lumière. Ils l'ont mis sur une croix. Hein. Ensuite, ils l'ont enterré sous les cendres du phénix, qui ne pourra jamais renaître de ses cendres. Parce qu'on arrive à un temps où tout ça n'est plus possible, en fait. Et au risque donc de vous décevoir, Monsieur Bertolucci, et avec tout le respect que je vous dois, non, le phénix ne renaîtra jamais de ses cendres. Pensez au mythe de Sisyphe, dans ces cas-là, ce n'est pas possible. Si on laissait ces lumières-là scientifiques et intellectuelles, elles reproduiraient exactement les mêmes fruits. Donc, n'oubliez pas aussi que dans son allocution du 12 mars, de quelle année, je ne sais pas, là, j'ai pas noté, le président Macron a affirmé un principe, je pense que, je sais pas si c'est, oui, c'était durant la période de Covid, là. Un principe nous guide pour définir nos actions, c'est la confiance dans la science. C'est d'écouter celles et ceux qui savent. Bon, on a vu le résultat. Donc, votre combat de l'homme qui veut trouver sa dignité et connaître sa place dans l'immensité de l'univers est tout à fait digne, hein, ça parle à tout le monde. Mais qui mieux que la sagesse divine pour nous enseigner? Est-ce d'elle, Monsieur Marius Bertolucci, dont vous dites « ça ne m'intéresse pas » ? Si je n'ai pas l'État derrière, je vois pas comment arrêter ça. En tout cas, ça me semble être le seul acteur pour changer les choses. Je suis tout à fait élulien en considérant qu'il faut changer au niveau individuel, bien sûr, agir en de petits groupes, mais ça ne suffira pas à arrêter la machine qui est en face. Et donc, à minima, si on peut la contrôler, l'orienter avec des valeurs. J'évoquais la transcendance tout à l'heure. Avec Ehud, bien sûr, la transcendance, elle est du côté de la foi chrétienne. Dans une société comme la société française, c'est un peu plus compliqué de faire appel uniquement à la foi chrétienne, mais la transcendance, on peut la trouver du côté de la République, du côté des valeurs de la République. Ouais, c'est à cet endroit-là, moi, que je m'accroche pour essayer de me tirer de cette machinerie technicienne qui nous en sert du matin au soir.
C'est flatteur de se dire un combattant de la pensée des Lumières, mais d'après ce que j'ai personnellement expérimenté, je suis en droit de vous dire que tout va vers sa fin. On assiste au grand chaos. On verra si les Lumières, si le savoir intellectuel suffira pour comprendre ce chaos dans lequel on va. On y est déjà, mais on y va là vraiment. D'ailleurs, ça me rappelle j'aime bien cette anecdote sur le premier cours mon premier cours sur l'humanisme à la fac, sur la Renaissance, vous savez. Voilà, le monde des grandes découvertes, etc., le savoir antique, les grands philosophes, on nous présente ça comme si Jésus n'avait jamais foulé cette terre, en fait. On part d'une période du 15e siècle et on rebascule au 5e siècle vers le savoir antique, et entre-temps on nous dit que tout ce qui se passe là au milieu, là, c'est obscur, faut pas en parler. Ben non, c'est pas obscur, c'est la lumière, la parole, c'est la parole du Christ. Mais l'intellect, lui, il ne l'aime pas. L'intellect, il ne veut pas entendre parler de la lumière du Christ. Donc c'est pour ça que dès qu'il a la possibilité de la gommer davantage dans les universités, il le fait au top, parce que l'université, c'est la science aussi du savoir. Donc on se rend compte que voilà. Et je me souviens que quand j'avais la professeure qui nous enseignait donc l'humanisme, m'a confié un jour ses souffrances humaines que lui faisait subir sa belle-mère. Et elle connaissait son cours de littérature par cœur, mais pour de telles souffrances, je ressentais que ça la touchait vraiment, les lumières de l'intellect ne suffisaient pas. Mais pourtant, elle connaissait son cours par cœur sur les lumières, et l'humanisme et tout ça, et blablabla. La lumière de la parole apaise l'âme humaine, la souffrance humaine. Voilà. Je ne combats pas, attention, je n'attaque pas l'intellect, le cerveau humain. Je dis juste qu'il faut s'en rendre maître, pas esclave. C'est ça le message. Donc vous combattez, Monsieur Bertolucci, pour que cette fin n'arrive jamais. Mais c'est au-delà de vos possibilités, en fait. Voilà, parce que moi, je pense en revanche, et je suis heureuse, que les derniers jours de l'homme intellectuel sont arrivés. Voilà. Les hommes nostalgiques du vrai homme, etc., d'avant des Lumières, etc., non. Tandis que les vrais hommes ne s'opposeront pas à la fin de cette civilisation qui a dominé le monde durant des millénaires. Non, le phénix ne renaîtra pas de ses cendres parce que c'est la fin. La fin de quoi? Eh bien, de l'homme qui se situe et qui s'est situé au centre de tout. C'est quand même la base des Lumières, ça aussi, et qui a déséquilibré l'ordre naturel. C'est la fin de cet homme-là, de cette pensée-là, de ce paradigme-là, on pourrait dire. Justement, la technicisation croissante de nos vies passe souvent en priorité par le secteur médical, et ça met fin à toute discussion. Quand on dit, mais moi, comment on pourrait réparer la vue, les oreilles, je sais pas, l'arthrose ou que sais-je encore, et on dit, ah bah oui, si l'intelligence artificielle peut faire quelque chose pour moi, peut-être que les principes, on les mettrait un peu dans la poche. Qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous tient ce discours? Parce que qu'est-ce qui nous reste? Le bien-être. C'est le niveau le plus médiocre de l'existence humaine. C'est la mare debout de Robinson Crusoe. Oui, il est là, il s'ennuie, il n'a plus rien à faire, il est dans sa mare debout, il bouge plus. Donc on n'a plus d'envie, de grandes raisons de vivre, et donc ça nous choque pas de vivre l'effondrement de ce que j'évoquais, des relations humaines, de l'art, de la démocratie, toutes ces choses-là qui, me semble-t-il, sont un peu importantes pour un homme des Lumières, si on a le bien-être et on a le soin du cancer. C'est parce qu'on n'a pas d'autre valeur à opposer à cela. Souvent, je dis, mais au nom de quoi? Au nom de quoi sommes-nous capables de changer de comportement pour lutter contre le changement climatique? Au nom de quoi sommes-nous prêts à dire non à la technique, aux différents aspects de nos existences? La grande question, c'est au nom de quoi?
La grande question, dites-vous, est au nom de quoi sommes-nous capables de changer de comportement pour lutter et dire non à la technique et sa tyrannie? Et là, vous dites qu'Ellul, il répond par la foi chrétienne, la parole révélée. Et vous dites, je ne dis pas que c'est une mauvaise solution, mais je dis que pour faire société dans la France de 2024, voyez, encore une fois, vous mettez tous vos espoirs dans la République. Et vous dites, au nom de quoi sommes-nous capables de changer de comportement? Eh bien, Monsieur Bertolucci, moi je vous réponds, tout simplement au nom de la vérité. Alors, avec Ellul, bien sûr, il y a la réponse, parce que il y a la foi chrétienne, il y a la parole révélée. J'ai bien peur que, homme de mon temps, je ne sois pas assez fort, hein, parce que on a été mal dressé, si j'ose dire. Je préfère le terme nietzschéen de dressage et pas d'éducation, parce qu'un homme, ça doit s'élever, pour dire se dresser, par le savoir, pour qu'il soit assez fort sur ses valeurs, pour lutter contre l'émerveillement de la démesure, face à la démesure technicienne. Comment ne pas être émerveillé? Moi, c'est ma vraie question aujourd'hui. C'est tout. Au nom de quoi? Au nom de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Ça, c'est la question que Pilate pose à Jésus. Pilate était un grand philosophe, hein, comment dire, il s'intéressait à la philosophie, c'était un chercheur. Mais Pilate ne sait pas qui il a en face de lui au moment où on lui envoie Jésus pour être jugé, parce qu'il venait de dire qu'il était le Fils de Dieu. Comment ne pas le dire puisqu'il l'était? Alors, qu'est-ce qui empêche Pilate de le reconnaître à ce moment-là? De reconnaître la lumière. Je suis la vérité et la vie. Vérité et lumière sont une. Eh bien, ce sont les lumières de l'intellect. Voilà. Pilate lisait les grands philosophes. Hein. C'était un homme très instruit. Mais rappelons qu'il a reçu une missive de sa femme qui lui disait « Ne touche pas un seul cheveu de ce sage » en parlant de Jésus. Ça a été très, 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 très compliqué pour Pilate. Très. Il a même été écœuré de voir le genre humain et son comportement à ce moment-là. Lumière et vérité sont une, je venais de dire, hein, mais Pilate, il aurait pu reconnaître la lumière et la suivre. Il a préféré le pouvoir terrestre. D'autres, comme Marc, par exemple, le gouverneur romain, ou le capitaine d'armée, enfin je sais plus, des fois je confonds, mais c'était vraiment quelqu'un avec une position très d'autorité. Lui a fait le choix de servir la lumière. On le connaît à travers l'évangile de Marc. Donc, la parole de Jésus se saisit avec l'esprit. C'est pour ça que Jésus parlait en parabole, justement. Pourquoi? Parce que c'était, si vous voulez, c'est à cause du fruit défendu. Du fruit défendu qu'il ne fallait surtout pas manger. Parce que pour que sa parole pénètre en l'homme et qu'elle passe par le filtre de l'intellect sans tomber, sans s'égarer dans l'analyse, eh bien, il fallait qu'il s'adresse en parabole et par image. Parce que c'est comme ça que fonctionne l'esprit, par l'image, l'intuition. C'est son langage, sa façon d'être. Voilà. Eh bien, c'est pour ça qu'il ne fallait pas manger du fruit défendu pour pas que pour ne pas bâtir un mur entre l'esprit et la lumière.